Député de la France Insoumise, bonjour, merci d'être à nos côtés. Avant de parler des retraites et du 5 décembre qui approche, d'abord sur ces intempéries, quel est le rôle, selon vous, que doivent jouer les élus de la République? On parle beaucoup de bétonisation en cause notamment. Bah oui, il y a un problème, je crois que vous l'avez bien évoqué tout à l'heure, d'imperméabilité de certains sols dû à cette bétonisation. Il y a ce que dit le Premier ministre, moi je souscris à 99% de ce qu'il vient de dire, il y a une urgence. Maintenant le problème c'est qu'en même temps qu'il dit ça, nous participons aussi à ce grand déménagement de la planète, ces traités de libre-échange qui aussi participent à ce réchauffement de la planète. Donc c'est compliqué. Donc il y a une situation, il y a une urgence écologique dont je pense, ça ne nous surprend pas, que les mesures mises en place actuellement par le gouvernement ne rompent pas avec notre système productiviste, avec tout ce qui contribue aujourd'hui à ce dérèglement. C'est extrêmement compliqué, rien ne se fera du jour au lendemain, mais quand même sur les grandes orientations, et notamment ce que j'ai évoqué, tous ces traités de libre-échange, c'est le fond du problème aujourd'hui. Il faut relocaliser l'économie, il faut en finir avec ce modèle de productiviste, et franchement, malgré beaucoup d'annonces, et finalement ce que fait Édouard Philippe est assez symptomatique, des paroles, des prises de position, des postures, mais concrètement, il n'y a pas grand-chose, voire même rien qui est fait, si ce n'est même encore l'inverse. Dany, on est dans cette contradiction politique selon vous? Moi je suis toujours d'accord avec tous ceux qui disent qu'on ne fait pas assez. Donc ce gouvernement aussi n'en fait pas assez, c'est vrai. La contradiction, je le répète, c'est que ce gouvernement est pris dans la contradiction de nos sociétés. Et c'est vrai que l'on voit très bien par exemple, quand moi je veux bien discuter de libre-échange, du surproductivisme, etc., quand on voit nos sociétés et l'adhésion à Black Friday, on voit bien que c'est pas simplement les politiques qui font la mauvaise politique, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des citoyennes et des citoyens, pour des raisons qu'on peut expliquer, ont intégré le moins cher, le plus, etc. Et donc sortir de cette contradiction est un des grands problèmes de ceux qui ont la responsabilité politique. Maintenant, la France Insoumise a des programmes, je ne partage pas le programme, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi sur une chose, de toute façon, on n'en fait pas assez. C'est pas seulement ça que j'ai dit. Vous êtes en désaccord avec le traité CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, tous ces traités. Non, moi je suis pas en désaccord. Ah d'accord. Je suis pas parce que moi, le problème, c'est pas que je dis qu'on ne fait pas assez, c'est que ceux qui le font va dans le mauvais sens. Je trouve vous êtes un écologiste qui est pour le libre-échange. Oui, mais moi, je suis bizarre. Oui, ça, c'est vrai. Je suis bizarre. Hein, donc, ne t'en fais pas, n'essaie pas de comprendre. Non, je trouve je trouve que le traité, au contraire, le traité CETA avec le Canada est un pas en avant dans la régulation du libre-échange. On va pas faire une longue. Je suis assez d'accord que c'est bizarre. On va pas. Voilà, dans ma position. Donc, je suis contre beaucoup de traités, mais je trouve que le traité CETA, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est bizarre ou vous êtes en même temps? C'est vous êtes macroniste en fait, non? Je suis macroniste, mais malheureusement Macron a perdu le en même temps. Mais Daniel, donc maintenant je reste macroniste sans Macron. C'est ça un peu mon problème. Mais est-ce qu'on est d'accord? J'ai dit que c'était bizarre. Est-ce qu'on est d'accord sur le constat que tous ces transports aujourd'hui, ces traités de libre-échange? Absolument d'accord. D'accord, c'est le fond du problème. Donc oui, mais le fond du problème. Donc un écologiste comme vous, ou du moins un homme bizarre comme vous, on va dire, mais je le dis avec sympathie, devrait faire passer le message que on ne peut faire ce que fait le Premier ministre, très bien, il fait une forme de pédagogie en disant attention, on ne peut plus faire comme avant, etc. Mais en même temps, comme à l'autre, à l'Assemblée nationale, je fais voter des traités qui, par leur propre existence, continuent encore plus. Non, mais parce que je crois là, c'est plus bizarre, c'est même hypocrite. Et ça, c'est un problème. Parce que je crois qu'une partie de ce qui est produit en France a besoin d'être exporté. Je donne un exemple tout simple. Par exemple, le vin de qualité a besoin d'être exporté. C'est-à-dire... Alors, je vais vous faire un scoop. Je vous annonce qu'on vend du vin à l'étranger d'ores et déjà. Peut-être que vous ne le saviez pas, on n'a pas besoin de baisser les barrières douanières et de le faire encore plus. Non, peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais on vend déjà beaucoup à l'étranger. Non, mais il ne faut pas faire croire aux gens qu'il y a soit d'un côté l'enfermement, soit d'un côté... C'est pas ça. Là, c'est des traités qui... augmente encore plus. Il n'y a plus aucune règle, même des règles écologiques, pour faire entrer des produits sur le territoire national. Il y a une règle. Bon, moi je veux bien. on en fera un autodébat. Il y a une régulation. Made in France, c'est une spécificité française. On ne peut pas le trouver ailleurs de toute façon. Donc ça continuera. C'est ou pas c'est un. Bon, allez, vous ne mettra pas d'accord. Non, mais là, encore qu'on était d'accord sur certains points, qu'il y a une urgence écologique, qui compris ce qui se passe. Non, mais dans les inondations aujourd'hui, n'est pas seulement dû, c'est la faute à pas de chance et la météo, mais aussi
aussi au fait que nous-mêmes, par notre activité humaine, ce que nous avons fait, notamment cette ultra-bétanisation, et puis en autre point aussi, parfois le dérèglement de certains services publics d'urgence qui sont... Moi, l'autre jour, on voit les pompiers, et il faut leur rendre hommage, ils manifestaient aussi il y a un mois pour dire que leurs conditions de travail, etc., sont très difficiles. Il ne faut pas seulement pleurer sur leur sort quand ils sont frappés, mais aussi les aider concrètement à être plus efficaces. À la une également, ce lundi, à 3 jours du 5 décembre, le gouvernement est en ordre de bataille. Ultime veillée d'armes hier à Matignon autour d'un Premier ministre en apparence plutôt décontracté. Bonjour. Objectif de ce séminaire dominical, lister les éléments de langage, cadrer les discours à l'aune des grèves de jeudi, illustration de la méthode ce matin. Vous avez une injustice qui est criante. Il est injuste. À la fois incompréhensible et injuste. On a besoin d'un système juste. Nous voulons remettre de la justice. Le système par points permet justement de remettre de la justice, Une réforme plus juste. garantir un système juste. Voilà, c'est l'élément de langage de la matinée, juste, injuste. On peut faire la même chose avec les éléments de langage de l'opposition. Je veux dire, ça, c'est facile. C'est pas faux. C'est pas facile. faux. Je Sauf veux qu'il y a dire eu- simplement, sauf vous avez qu'il y le a eu un droit. séminaire Vous avez le droit. gouvernemental Vous avez hier. le droit, mais... Il y a eu, Dany, un séminaire gouvernemental D'accord. hier Non, je où veux on dire, s'est mis c'est le d'accord genre de sur petit sur les jeu éléments de qui ne langage. fait pas avancer le schmilblick, d'après moi. L'objectif au Mais bon, gouvernement, tout le monde a le droit. Hein. Vous êtes juste. l'objectif au gouvernement est-ce de convaincre ou de se convaincre du bien fondé de cette réforme quand on estime qu'il est nécessaire de faire un séminaire gouvernemental à quelques jours de la mobilisation? Moi, j'ai souri en voyant ce que vous disiez, le côté décontracté du Premier ministre. Là, il a le col ouvert. Jeudi, il va être en maillot de bain, quoi. Si ça continue comme ça, pour montrer Non, c'était tellement... dimanche. C'était Non, mais dimanche. On C'est tombe la lié cravate le au dimanche. réchauffement climatique. Non, mais ce que je veux dire, vu qu'il veut donner l'aspect cool, jeudi matin, il va nous faire un élément de communication à bord d'une piscine. Bon, non, mais revenons à l'essentiel. Ce que propose le gouvernement, ce qu'il annonce, même si j'ai bien compris qu'il annoncera encore après, mais l'ambiance qu'il veut créer, c'est de dire aux Français, il va falloir C'est une travailler. réforme juste Oui, et le système actuel est injuste avec les régimes spéciaux. La On a méthode bien Coué. compris. Et parce que le système est injuste, il faut le rendre encore plus injuste. Voilà, c'est ce que, en vérité, fait le gouvernement. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on utilise des mots, soyons concrets. Sur beaucoup de carrières, des projections. Moi, je suis enseignant, par exemple. J'ai 22 ans de carrière. Aujourd'hui, bon, quand je partirai à la retraite, des calculs que je fais à peu Voilà, près. la retraite parlementaire en plus. Bon, écoutez, moi, j'en suis à mon premier mandat. Je n'en ai pas fait 4 comme vous. Donc, pour l'instant, je suis assez modeste. Mais, Moi aussi, je suis modeste. Oui, mais je parle de mon métier d'enseignant, d'accord? C'est sérieux. Mes collègues, Oui, quand ma je femme regarde, est enseignante. les gens qui partiront à la retraite, connais. ils vont perdre près de 300 euros. Près de 300 euros, c'est beaucoup. Vous avez beaucoup de professions, et c'est ça qui est en train de choquer les gens, quelle que soit leur opinion, c'est que quand ils font le calcul, et Daniel, comme on dit, tu as raison, tant que c'est la com, eux, ils disent c'est formidable, moi je critique. Mais il faut que les gens, ils arrêtent d'écouter, j'ai envie de dire, et qu'ils aillent voir concrètement, et souvent il y a des projections que font les organisations syndicales, sur ce que ça va signifier. Il va falloir travailler plus longtemps, et les pensions vont baisser. Où est la justice? Il y a parfois même dans la communication du gouvernement des trucs incroyables. Jusque-là, il y avait des possibilités, on prenait en compte le nombre d'enfants pour éventuellement améliorer votre retraite. Hein, si vous aviez 2-3 enfants, c'était favorable. Ils rabaissent tout vers le bas et ils disent ça, c'est des mesures de justice sociale. Donc la justice, ça peut pas être le nivellement vers le bas. Et de ce point de vue-là, et aussi, comme projet de société, bon sang, on peut pas avoir comme objectif de faire travailler les gens jusqu'à 64, 65, 66 ans. Moi, je ne veux pas de cette société retraités pauvres et de gens qui travaillent de plus en plus longtemps. Alors, moi, Dany. je suis d'accord avec lui sur les retraités pauvres et je ne suis pas d'accord sur si on peut travailler jusqu'à 64, 65 ans. Je vais dire parce que, disons, l'espérance de vie, le temps de vie, et que nous sommes une société collective où, à un moment, il faut pouvoir payer de telle manière. Mais dans quel métier? Vous en parlerez à la caissière qui Non, essaie de attends, son poignet, qui peut plus fonctionner est-ce que je à 50 balais. Hein. Est-ce que je dis, ça veut dire qu'il y a des métiers où on ne peut pas travailler plus longtemps et des métiers qu'on peut. Oui. Je crois que le problème du gouvernement, c'est qu'il s'est perdu. Ou alors moi, quand j'interprète la difficulté, c'est que ils ont une idée d'une plus grande justice et en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est que un projet donc universel. Il n'y a pas de chemin universel pour y arriver. Parce que, je finis juste la phrase, hein, je lis, il y a des tas de cas de différents qui, pour arriver à cette plus grande justice, nécessitent de nouvelles négociations. Mais vous trouvez, Ils font Dany, ça, que le gouvernement a perdu le fil en route? il a perdu le fil en route. Eh ben, c'est exactement ce que dit Laurent Berger de la CFDT ce matin. C'est pas Il par était hasard. l'invité- C'est pas par hasard. l'invité- Là, c'est les éléments de communication Non, dont on parlait tout à l'heure. il y a longtemps que je n'ai pas parlé. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé à Laurent. Il était l'invité Mais d'Elisabeth Martichoux oui, moi je suis ce matin d'accord avec sur Laurent. LCI. On va l'écouter. Même à un moment, je ne suis pas d'accord avec lui sur autre chose.
Dans les derniers mois, on a perdu le fil. Le gouvernement a perdu le fil. Donc c'est ça que je dénonce aujourd'hui. Et je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère. Je suis simplement préoccupé que dans notre pays, on soit d'abord sur la logique d'affrontement avant d'être dans une logique de où sont les risques, où sont les difficultés de faire évoluer notre système de protection sociale, mais où sont les opportunités aussi et les avantages en termes de justice. Et en fonction de ça, comment on s'y prend les uns et les autres. Dany, en gros, vous êtes d'accord avec Laurent Berger, Alexis Corbière, vous ne l'êtes pas évidemment. Non, j'aimerais dire, parce qu'il y a quelque chose dans ce que dit Daniel Cohn-Bendit, parce que les gens, quand ils entendent « faut un système universel », ils peuvent être d'accord, il faut l'égalité. Sauf que, c'est ce que vous pointiez, il y a aujourd'hui 10 ans de différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre. Donc quand même, on peut comprendre dans ces conditions qu'il y a un enjeu à un système qui corrige un peu ça au niveau des retraites. Ça, c'est ce qu'on appelle la pénibilité. Ça va c'est normalement pris en compte. Absolument pas. C'est plutôt l'inverse. C'est qu'on est en train de baisser. Ils ont dit qu'ils allaient le prendre en compte. Non, mais quand le gouvernement tempête en disant il y a des régimes spéciaux, c'est scandaleux. Ce qui par ailleurs représente 3% de nos systèmes de retraite. Enfin, qui coûte 9 milliards à l'État. Donc on peut aussi trouver les chiffres qu'on veut au moment où on veut. 9 milliards, c'est beaucoup. C'est combien les retraites? C'est 340 milliards. Donc vous êtes en train de bouleverser un système au nom du fait de 9 milliards, un système... Non, mais je veux dire, ne balancez pas des chiffres comme ça. L'équité, c'est de dire qu'un chauffeur de la RATP parte au même moment qu'un chauffeur à Grenoble qui est sous contrat privé et qui doit partir 10 ans plus tard. Là, il n'y a pas d'équité. Non, premièrement, c'est pas tout à fait 10 ans, c'est pas le sujet. Et alors, surtout, disons que c'est 8. Je suis d'accord, mais alignons-le à la limite sur le mieux 10 ans. La question, c'est que... Mais ça va coûter beaucoup plus d'argent. Alors, trouvons des sources de financement et élargissons l'assiette de cotisation. Est-ce qu'on peut pas y penser? Vous savez, quand on a mis en place la retraite, c'était il y a un siècle. Non, là, ils ont une bonne idée. Moi, je veux dire que LFI... Non, mais je voudrais te soutenir. Je voudrais sur une chose, sur élargir. Si on payait mieux, c'est votre idée que vous avancez sur les femmes, de payer... Si on payait mieux les femmes, on cotiserait davantage, nous les femmes. C'est un peu caricatural et mécanique en vérité, parce qu'on avait utilisé ça, Jean-Luc Mélenchon l'avait utilisé pendant la campagne présidentielle. Mais c'est vrai. Il y a du vrai, il y a du vrai. À profession équivallente, on augmentait le salaire des femmes à celui des hommes, ça remplirait les caisses de retraite. Moi, je suis bizarre, des fois, même j'écoute la France Insoumise. Et je dis, là, ils ont un argument. Et si on faisait entrer plus d'immigrés comme M. Delevoye? Alors justement, Monia, effectivement, parce qu'on parlait tout à l'heure de ces ministres, vous dénigriez un peu notre montage, mais les éléments de langage ce matin, c'est la situation. J'ai le droit de taquiner ces journalistes hyper intelligents qui savent tout faire. Situation actuelle injuste, Dany, et une réforme du gouvernement qui est une réforme juste. Ces éléments de langage, ils étaient peut-être utiles à rappeler au ministre ce week-end, parce qu'avant cela, il y avait eu une sortie assez remarquée du haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, qui s'est fait rabrouer pour avoir lié l'immigration au sauvetage des retraites. Écoutez. Je ne veux pas du tout faire ça en titre de provocation. Moi, je suis très frappé de la réaction des peuples européens, puisque la démographie européenne et son vieillissement fait que si on veut garder le même nombre d'actifs dans la machine économique, à moins que la machine remplace ça, il va falloir 50 millions de populations, entre guillemets, étrangères pour équilibrer la population active en 2050 en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où plus un politique n'est capable de parler d'immigration parce que tout le monde s'hystérise, parce que tout le monde fait le procès de l'autre, on est dans un moment très malsain de notre démocratie, où on cherche à jeter en bouc émissaire. C'était hier le juif, aujourd'hui c'est le musulman, après-demain ce sera encore un autre. Il faut que, me semble-t-il, avec la sagesse que paradoxalement vous nous apportez, qu'on arrive à combattre ce climat malsain, parce que l'économie dépend du nombre de personnes qui travaillent. Voilà, il faudra 50 millions de populations étrangères, dit Jean-Paul Delevoye, pour équilibrer la population active en Europe en 2050. J'imagine que ce propos-là vous choque moins que Marine Le Pen ? Non, mais c'est très embrouillé ce qu'il dit. Il parle de l'Europe. En France, on a la chance d'avoir encore une démographie assez dynamique. Donc, mais même quand même, c'est ric-rac. Oui, mais enfin bon, il parle sans doute d'autres pays. Moi, l'idée, évidemment, s'il y a une forme d'aspect politique dans ce qu'il dit, c'est que effectivement, les immigrés qui sont là, ils cotisent, ils travaillent, et c'est pas que des gens qui viennent profiter. Je dis pas que d'ailleurs par rapport à l'ambiance générale, mais on a aussi, n'oublions pas, 6 millions de chômeurs. Donc, si on veut, par exemple, remplir nos caisses de retraite, ça vaut le coup de créer des emplois. Chaque fois qu'on crée des emplois, ça fait des cotisations. Le problème du rallongement de la durée de cotisation que propose le gouvernement, au-delà de
de combien c'est dur sur les organismes, c'est qu'aussi que ça fait autant d'impossibilités d'embaucher des jeunes. Donc tout ça est absurde, parce que notre système, il est essentiellement grévé, blessé aujourd'hui par le chômage de masse, et la solution du gouvernement, c'est de dire on va faire travailler jusqu'à 64 ans, âge pivot, même 66, et donc nécessairement, ça fera moins rentrer de gens. Donc les Avec des difficultés seniors ne qui seront sur le pas... marché de l'emploi, effectivement, Oui, sont alors il y a des pays qui ont, et ça il faut voir comment ils ont fait, qui ont nettement amélioré l'emploi des seniors. L'Allemagne, par exemple, a doublé l'emploi des seniors en quelques années. C'est-à-dire qu'il y a des mesures, effectivement, de protection de l'emploi des seniors, même si, l'âge de la retraite en Allemagne, c'est 64-65 ans, mais ils étaient jetés du marché du travail à 58, 59, et là, il y a une nette amélioration de l'évolution. Donc, moi, je dis quand même que, même si c'est que 62 ans, restons à 62 ans, je ne veux pas avoir cette discussion, il y a en France un problème du patronat, des entreprises, etc., vis-à-vis des seniors. Et moi, je ne comprends pas, parce on peut faire d'autres. Moi, j'ai de toute façon. Donc le projet de retraite est dangereux, parce que vous le dites vous-même, on a des gens qui, la cinquantaine passée, sont au chômage, ne sont pas réembauchés, et un gouvernement qui dit on va calculer désormais votre système de retraite sur l'ensemble de votre carrière. On va se retrouver avec des pensions de retraite qui vont encore plus baisser. Mais moi, je te donne une proposition que je fais depuis longtemps et pas beaucoup de gens la reprennent. Moi, je dis, quoi qu'on fasse, je crois qu'on va travailler plus longtemps. Mais ce qu'il faut, c'est qu'à partir d'un certain âge, on baisse le temps de travail. On baisse le temps de travail. Parce que je crois qu'à partir, même si tu es enseignant, à partir d'un certain âge, c'est pas la même chose si tu as 30 ans devant une classe ou si tu en as 58, 59, etc. C'est-à-dire de mettre ensemble une évolution de la société, d'adapter et de baisser le temps de travail à partir d'un certain âge. Mais ce que vous dites, c'est ça le principe des régimes spéciaux. C'est que selon les professions, en raison souvent... Non mais attendez, je termine. Parce que c'est un mot qui est devenu quasiment insultant. Mais les régimes spéciaux, ça veut dire qu'il y a certaines professions, en fonction de la pénibilité du boulot, en fonction de mobilisation sociale, il y a eu des... C'est un héritage historique. Oui, mais c'est bien. L'idée, c'est quoi? C'est de supprimer d'anciens régimes spéciaux pour en faire de nouveaux. Est-ce que vous partez en vacances? Vous partez en vacances. Oui. Et j'espère qu'elles se passent bien. C'est un héritage historique, les vacances. Il y a eu des grèves pour ça. Les congés payés. D'accord, les congés payés. C'était pas acquis. Oui, donc, non, mais je veux dire, n'ayons pas, parce qu'on utilise des gros mots. C'est un héritage historique. Ben oui. Non, mais Alexis Corbière, de fait, il y a des professions qui ont évolué et il y a des métiers qui sont beaucoup moins pénibles aujourd'hui, conduire un train est beaucoup moins pénible. Non, mais il faut une On est réforme plus des autant de retraites. Zola, on est Attendez, d'accord, on est mais bien plus autant de sûr. Zola. Et D'accord. grâce d'ailleurs Non, mais aux juste ouvriers, savoir. aux grèves, aux mobilisations, rien n'a été donné. absolument. La technologie Rien n'a aussi, été il y a la donné technologie gentiment. aussi qui a D'accord. évolué. Rien Ça, n'a c'est été vrai, donné gentiment. mais on est Non, mais dans ne le une perdons autre pas de vue, parce que des fois on a l'impression dans certaines La situations, technologie aussi qui s'il y a des évolué. particularités, c'est parce que les salariés de ces professions, des fois parce que le salaire n'était pas très important, sont mobilisés et ont gagné leur système. Non, mais attends, je termine. Pardon. Il faut des modifications sans aucun doute. Le chômage, je l'ai dit, fait que notre système des retraites, on peut l'améliorer. J'ai dit tout à l'heure, et Daniel Cohn-Bendit a rebondi en disant qu'il était plutôt d'accord, élargissons l'assiette de cotisation. On est dans un pays où dernièrement, la part des richesses produites reversées aux actionnaires, on est recommande d'Europe. On peut peut-être imaginer qu'on reverse moins aux actionnaires et qu'on a un système de cotisation qui repart vers notre système de retraite. Pour quelle raison aujourd'hui il faudrait que les actionnaires... écoutez, il y a 20 ans, un salarié français, la part qui était versée aux actionnaires, je sais un chiffre global, c'était 9 jours sur l'ensemble de l'année. Aujourd'hui, un salarié français, il travaille 45 jours de ce qu'il produit repart aux actionnaires. Il y a 20 ans, c'était pas le bolchevisme ou une société intolérable. Pour quelle raison on a un capitalisme de plus en plus financier? Je disais que c'était intolérable à l'époque. Pardon, oui, mais bon, on y vivait relativement tranquillement. D'accord. Non, mais je veux dire, donc on peut imaginer un système plus juste, vu que tout le monde veut de la justice, mais où les riches cotisent plus et les salariés, vous, moi, ne cotisent pas plus et essaient de ne pas s'user plus longtemps au boulot. Bon, en tout c'est cas, ça, à l'heure de l'épreuve de force, l'exécutif exclut de reculer sur les grands principes de sa réforme, incitation à travailler plus longtemps et universalité du nouveau système, donc suppression des régimes spéciaux. Gérald Darmanin le dit dans le journal du dimanche, si l'objectif de la grève est de nous faire renoncer à la réforme, ce sera difficile de trouver un compromis. La réforme des retraites. C'est le droit dans ses bottes d'Alain Juppé de 95 version Darmanin. Et est-ce que vous, en tant que député insoumis, vous serez dans la rue jeudi ? Oui, je soutiens ce mouvement. Je pense que, hélas, il faut en arriver là, mais tant mieux, c'est bien. Il faut être nombreux dans la rue. Tout le monde est concerné. Tout le monde, souvent dans la communication, on dit c'est les chauffeurs RATP, les SNCF. Non, tout le monde va voir sa pension de retraite baisser. Tout le monde va devoir travailler plus longtemps. Ça n'est pas juste. Donc le 5, il faut qu'on soit nombreux. Non pas pour foutre le bazar, c'est pas ça le sujet, mais pour que le gouvernement entende qu'il y a un peuple qui n'accepte pas ça. Le gouvernement n'a pas été élu pour faire ça, il ne l'a pas présenté aux Français. Si le gouvernement veut être plus démocratique,
pourquoi pas un référendum? C'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est important. C'est une idée. Moi, je crois que le gouvernement fait une erreur de démontrer sa capacité, de vouloir démontrer sa capacité politique en allant vite. Visiblement, je suis d'accord avec Laurent Berger, il a perdu le fil et les citoyens ont perdu le fil. C'est la mauvaise situation pour dire je suis droit dans mes bottes. Donc il doit retirer son projet à ce moi je stade. ne dis pas qu'il doit retirer, je dis qu'il faut repousser, de dire ça ne se fera pas sous cette mandature. Ça, parce que de toute façon, c'est un projet pour une vingtaine, trentaine d'années. Donc il le retire. Non. Daniel, si tu dis aux Français, ça se fait pas pendant cette mandature, tu le retires. Non, parce qu'il continue les négociations et je crois qu'il faut qu'il ferme, qu'il finisse son projet avant les prochaines élections. Avant, donc dans 2 ans. Et c'est les prochaines présidentielles qui feront office de référendum. Exactement. Exactement. Voilà mon idée. Je dis pas que c'est la seule et la juste. Je dis il ne faut pas retirer parce que moi, je crois que comme la CFDT, il y a beaucoup de vrai dans la retraite à points. La manière dont ils le font, ils ont découvert en mangeant qu'il y avait des choses qui étaient indigestes et qui étaient difficiles. Vous êtes favorable à la retraite à points? Moi, je suis pour, mais je dis je suis bizarre. Mais moi, je veux qu'il y ait un temps qu'on puisse discuter. Et là, le gouvernement se trompe de vouloir aller vite parce qu'il ne peut pas y arriver. En tout cas, syndicats et gouvernement le savent. De la bataille de l'opinion dépend l'issue du conflit. Or, elle est loin d'être jouée, comme le montre le sondage IFOP du JDD. Les Français sont partagés. Regardez, 76% des Français estiment qu'il faut réformer le système des retraites. Mais 64% ne font pas confiance à l'exécutif pour réformer le système des retraites. Alors, attendez, Alexis, oui, justement, Alexis Corbière, j'imagine que vous ne faites pas confiance dans le gouvernement, mais pensez-vous, comme 76% des Français, qu'il faut réformer le système des retraites? Je crois l'avoir dit. C'est ça le côté un peu piège de la question. C'est que le système des retraites, il faut le réformer. On a donné des pistes. Pourquoi pas imaginez élargissement de l'assiette de cotisation. Augmentation. On a un financement par tous ces revenus du capital qui est un peu une manière parasitaire de s'enrichir. Pourquoi pas dire il faut un système aujourd'hui où on met le paquet pour plus d'embauches pour faire entrer dans les caisses des cotisations. Si vous dites aux Français est-ce qu'il faut réformer le système, moi je suis un réformateur fondamentalement. Je suis pour changer les choses. Je suis pas pour maintenir la société telle qu'elle est. Donc je comprends que les gens disent oui il faut améliorer notre système des retraites. Et même il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire moi je suis usé, je suis cassé et ma pension de retraite elle est petite. Je veux une réforme pour améliorer ma pension de retraite. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, j'observe que les Français, malgré le fait que le débat est parfois compliqué, ils ne font pas confiance au gouvernement parce qu'ils ont quand même l'impression qu'il y a des cadeaux qui sont faits aux plus aisés. Ils se souviennent quand même de ce qui a été fait dernièrement et qu'ils ont bien entendu aussi dans cette retraite, des choses qui vont leur piquer dans les poches. Il ne faut pas caricaturer. Si vraiment, dans une réforme des retraites, quelle qu'elle soit, on dit qu'il y a une retraite plancher de 1 000 euros, c'est pas les plus riches qui en profitent. Il faut être juste. Alors tu peux dire qu'ils n'y arriveront pas. Retraite plancher. Si tu as la totalité de tes cotisations rentrées, c'est-à-dire près de 44 années de cotisation, c'est là-dessus où il y aura 1 000 euros. Non. Aussi pour les carrières hachées, c'est pas vrai. Minimum de 1 000 euros. C'est-à-dire qu'un agriculteur. Mais non, mais premièrement, c'est pas vrai. Si tu n'as pas. Non, mais attendez, ne racontez pas n'importe quoi. Dans les carrières hachées, c'est-à-dire quand il manquera. C'est-à-dire que quand il y a des accidents de la vie qui font qu'on ne peut pas continuer à cotiser pendant 40 ans, il y aura un système plancher de 1 000 euros. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a bossé 25 ans, il aura 1 000 euros. Ne racontez pas n'importe quoi aux gens. Ne racontez pas. Là, vous dites. C'est ce qui est dans le rapport, on le voit. Donc désormais, la retraite à tout le monde, c'est à 1 000 euros, quelle que soit l'année, le nombre de trimestres de cotisation. Mais personne n'a dit ça dans le débat. Mais c'est. Ah bon? Si quelqu'un n'a pas 44 années de cotisation. Non, si tu as la totalité de. Bon, allez, bref. Mais après, il y a un autre sujet sur les agriculteurs qui est très différent. Faites attention là aussi. Les agriculteurs, il y a 2 catégories, ceux qui sont salariés ou non salariés. Actuellement, les salariés, la moyenne, elle est au-dessus de 1 000 euros. Et pour les non salariés, il y a une partie des non salariés, effectivement, qui a des petites pensions, notamment la moyenne, et François Hollande avait modifié ça, est autour de 900 euros. Ça va peut-être augmenter pour quelques-uns. Je m'en félicite, tant mieux pour eux. Mais là, on concerne 34 millions de salariés, ils vont voir leur pension baisser, et on me dit en permanence, oui, mais il y a quelques centaines de milliers. Millions qui vont baisser. Là aussi. Il y a combien? Mais il y a combien? Qui va voir augmenter? Qui va voir sa pension augmenter? Criez pas. Daniel. Criez pas. Non mais oui, d'accord. Je te parle de non, mais j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Je veux dire, la difficulté, c'est pour ça que je dis, il faut pas le faire comme ça et maintenant. La difficulté, c'est peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il a raison sur les 1 000 euros de ça. On voit bien qu'aujourd'hui les choses ne sont pas claires et c'est pas mûr. Donc au-delà de nos divergences,
Parce que même si lui dit il faut réformer, on ne fera pas, il faudra débattre sur la réforme paramétrique, c'est-à-dire le nombre d'années de cotisation, le nombre d'années de travail. C'est difficile, d'autres sociétés l'ont fait, la France ne l'a pas fait, c'est pour ça que c'est une erreur de vouloir maintenant foncer et de dire juste avant la fin de mon quinquennat, cette réforme sera finie. Là, je suis plutôt d'accord avec Daniel. Prenons le temps de nous engueuler. Vous voyez ? Non, mais attendez, j'aimerais vous montrer une autre photographie de l'opinion actuelle, ce que les sondés pensent de la mobilisation et de la grève qui débuteront le 5 décembre. 27% de soutien, 19% ont de la sympathie pour ce mouvement. 21% de l'indifférence, et c'est là où, quelle sera la bascule, on le verra, et 18% dans l'opposition, 15% sont hostiles au mouvement de grève qui commencera le 5 décembre. Donc on voit que c'est encore très incertain, et en même temps il y a un tel flou sur la réforme qu'on peut comprendre l'incertitude des Français. Le 5 décembre en tout cas regroupera les professions donc appartenant à un régime spécial des retraites, cheminots, agents RATP, mais aussi les étudiants contre la précarité, des Gilets jaunes, des cadres du Rassemblement national, vous, Alexis Corbière, la France Insoumise, ils ont le droit de manifester, non ? Mais j'ai bien compris l'attaque. Non, mais je suis pas arrivée à ma question. Plus qu'une manif contre la réforme des retraites, on a l'impression que c'est quand même une manif anti-Macron. Elle va regrouper tous les opposants à Emmanuel Macron. Moi, je ne souhaite pas qu'elle prenne cet aspect. Je suis pour qu'elle reste claire. C'est une manifestation qui demande le retrait de cette réforme des retraites. Bien sûr, elle se nourrit de beaucoup de colère et de contestation sociale. Mais je ne souhaite pas, et je le dis à tous mes amis, quel que soit leur camp, qui prendront la parole, le 5, on demande le retrait de la réforme des retraites. Mais ça vous dérange que je vous dise qu'il y a des cadres du Rassemblement national parce que j'ai vu que M. Guérini, qui est le, je sais pas, secrétaire général ou je ne sais trop quoi d'En Marche, dit c'est scandaleux le 5, tous bras dessus, bras dessous, Le Pen, je ne sais pas qui dit, le PS, Mélenchon. Bon, c'est une astuce, faut arrêter de ces bêtises. Y compris, j'ai envie de dire à M. Guérini, ça devrait l'inquiéter, que même le Front National trouve sa réforme réactionnaire, ça devrait l'inquiéter. Et puis si on veut jouer à ce petit jeu-là, vous savez, sur la question des migrants, j'ai vu les députés En Marche dans l'hémicycle me dire qu'il fallait baisser notamment l'aide médicale d'État, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui faisait appel d'air, le même vocabulaire que Mme Le Pen. Donc à ce petit jeu, c'est absurde. Le 5, c'est ceux qui sont les forces de progrès, les forces du travail, qui disent cette réforme, elle n'est pas bonne, retirez-la. Même Daniel Cohn-Bendit, mais j'ai envie de le marquer sur un panneau à la manif le 5, même Daniel Cohn-Bendit le dit, retirons la réforme. Non, j'ai pas dit. Non, je t'acquitte. Oui, non, mais t'as raison, je dis pas retirer, je dis passer comme cela dans la République, vu la difficulté, c'est pas mûr. Oui, Alexis Corbière, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler un peu de votre livre. Je trouve que les pommes doivent mûrir. Il a écrit un livre, je vais vous l'offrir. Un livre dont le sujet résonne avec le contexte actuel. Vous publiez, Alexis Corbière, Jacobins, les inventeurs de la République, chez Perrin, où vous, le prof d'histoire insoumis, tentez de réhabiliter les grandes figures de la Révolution française, Robespierre en tête. C'est le livre d'un révolutionnaire sur les révolutionnaires ? Non, merci d'en parler. Déjà, c'est un livre tout simplement qui dit que tout le monde aujourd'hui parle de République, mais on ne peut pas fermer la République si on fait détester ceux qui en ont été les inventeurs. Mon livre, il y a Ernest à la fin, ce sont des personnages, vous en avez cité un, mais il y a aussi par exemple Bertrand Barrère qu'on a oublié, qui est un grand personnage de la Révolution, qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de rapports, qui est un des premiers penseurs d'un plan de lutte contre la pauvreté. Il y a après des femmes, Pauline Léon par exemple, on oublie ces femmes magnifiques qui ont été un moteur de la Révolution. Il y a Jean-Baptiste Bellay qui est le premier député noir, esclave à Saint-Domingue, qui mène la guerre contre les colons et qui proclame l'abolition de l'esclavage le 29 août 1793, puis après prend le bateau pour que l'abolition de l'esclavage soit proclamée en février 1994. Il y a des beaux personnages que souvent on a caricaturés. Il faut aimer la Révolution française, la critiquer aussi sans doute. Oui, les Vendéens, ils ont des arguments. Oui, non, mais c'est pas le sujet des... Oui, mais les Vendéens... non, je veux dire sur les Jacobins. Non, sur la Convention, vous savez, la répression contre la Vendée n'a pas commencé avec les Jacobins, mais c'est pas le sujet, on peut discuter de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut faire aimer, une fois de plus, la République que si on lui met un contenu social. C'est devenu un moment un peu vide, la République. Et c'est dans la Révolution que les grandes, l'espoir, mais il y a un espoir inachevé dans cette révolution qui continue à nous agiter encore. J'ai vu que les Gilets jaunes en ont parlé, se réclament aussi, et puis souvent... J'aimerais vous entendre, Alexis, avant que vous nous quittiez, Dany, parce qu'on va commencer l'hommage national aux 13 militaires français morts au Mali il y a une semaine. Le cortège arrivera tout à l'heure aux Invalides. Nous le suivrons en direct avec Dany, avec Vincent Hervouette et avec un général à nos côtés. Au lendemain de ce drame, votre parti, la France Insoumise, a été le premier à interroger la présence militaire française au Sahel. Emmanuel Macron s'est dit prêt à revoir les modalités d'intervention de la France dans la région. Pour vous, c'est un retour pur et simple de nos soldats qu'il faut ?
Alors, Audrey, en 3 minutes, d'abord, moi je pense aux familles. Aujourd'hui, c'est le jour du deuil, de l'hommage, et je serai présent. Et il faut, quel que soit ce que fait nos troupes, dire que nous sommes évidemment toujours touchés par ce qu'ils font. Les gens risquent leur vie pour des décisions politiques. Après, la force militaire, elle est au service du politique. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que pour être un plus, je fais partie de la commission de défense et armée à l'Assemblée, je suis allé au Mali, je suis allé au Niger. Aujourd'hui, quand vous discutez avec les officiers, ils vous disent on est là au moins pour 20 ans, on est en train de s'enliser. Ce que je dis, c'est où est le projet politique là-bas sur place, de développement du pays. Le Mali est en train de s'effondrer, il n'y a plus de services publics, il y a des bandes armées qui prennent le pouvoir. La situation ne s'améliore pas depuis que nous sommes là-bas. Donc ce que je dis, c'est politiquement, il faut qu'on discute, et je pense qu'il faut organiser notre retour. Mais pas du jour au lendemain, évidemment, ce sera encore pire. Mais comment politiquement, ce que font nos troupes participe à un projet politique qui permet que nous partions le plus vite possible. Voilà, et c'est ce que j'ai dit. Oui, nous n'avons pas vocation à rester au Mali, 4500 hommes. Nous ne sommes pas les gendarmes du monde, nous ne sommes pas les gendarmes de l'Afrique. C'est au peuple malien, au peuple nigérien de prendre ses affaires en main. Et je dis que la situation ne s'est pas améliorée dernièrement. Il y a même une défiance vis-à-vis de nos troupes aujourd'hui qui se développe. Il y a des groupes que nous avons armés à un moment donné qui sont en train de se retourner contre nous, qui participent parfois, qui sont des bandes qui embêtent, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis les paysans locaux qui en ont ras-le-bol, qui se sont encore dernièrement adressés au Parlement malien. Vous voyez, c'est compliqué. Il faut qu'on parle. Et je termine. Le paradoxe, c'est que je suis député, on n'en parle jamais. En 5e République, nos interventions militaires, on n'en parle jamais. Et pourtant, je pense que c'est aux représentants du peuple français d'en discuter, parce que quand on dit qu'ils sont morts pour la France, je voudrais être sûr que le peuple français soit d'accord avec ce que font nos soldats. Et voilà, et ceci dit, je referme la parenthèse, je ferai tout à l'heure, c'est terrible, 13 soldats, c'est terrible, 41 morts depuis le début de notre intervention. Moi, j'ai pas envie qu'on soit pendant 20 ans régulièrement à pleurer nos morts et être dans l'incapacité de dire exactement pourquoi nos soldats tombent. Merci beaucoup Alexis Corbière. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À la une, donc ce lundi également, l'hommage national aux 13 militaires français morts au Mali.